très heureuse d'être parmi vous cet après-midi, puisque c'est l'enfance qui nous réunit, moi en tant que pédiatre et vous en tant qu'enseignant. Et vu les événements que nous venons de vivre et que nous vivons en France, vous allez voir que tout ce que nous dit les neurosciences affectives nous confirme que l'enfance et la petite enfance est fondamentale pour la construction de l'être humain. Donc c'est extrêmement important. Nous avons tous des places fondamentales vis-à-vis de qu'est-ce que va devenir notre société dans le futur. Tout se passe dans l'enfance. Alors là, je vais vous parler des neurosciences affectives. Vous connaissez certainement, vous avez entendu parler des neurosciences cognitives, elles sont très bien connues en France. Les neurosciences cognitives s'occupent de tout ce qui est intellectuel, mémoire, apprentissage, pensée. Nous avons beaucoup de chercheurs très pointus sur ces sujets-là. Donc en France, nous connaissons très bien ça. Par contre, les neurosciences affectives, nous avons 0 chercheur en France, alors que dans tous les pays occidentaux à l'heure actuelle, il y a d'innombrables chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Et les neurosciences affectives, ce sont des neurosciences très récentes, c'est-à-dire qu'elles datent à peu près d'il y a 15 ans. Et elles nous font vraiment comprendre, même si on le savait intuitivement, comment se développe l'enfant. Alors, qu'est-ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales? Elles s'occupent des émotions, des sentiments et des capacités relationnelles. Là, je m'interromps juste 2 minutes pour vous dire que si vous avez des questions, bien entendu, je suis là pour vous répondre. Vous pouvez m'interrompre à tout moment, puisque je souhaite évidemment qu'il y ait un échange et que s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien ou si je ne m'exprime pas bien, vous m'interrompez. Donc les neurosciences affectives et sociales s'occupent des émotions, des sentiments et des capacités relationnelles. Alors, ici, cet après-midi, je ne vais pas faire de différence entre les émotions et les sentiments. Les émotions, c'est vraiment la réaction biologique instantanée de notre corps qui réagit à un événement. C'est-à-dire qu'on a des rougeurs, des sueurs, une tachycardie. Ça, ce sont les émotions qui ont un fondement biologique. Les sentiments, c'est du domaine du ressenti, c'est la même chose, mais ça survient après l'émotion et c'est un arrière-fond et qui dure généralement. Mais là, je ne vais pas faire de différence entre émotion et sentiment. Donc, nous avons nos facultés affectives, donc c'est le vécu et l'expression des émotions. Nous avons nos capacités relationnelles et intellectuelles, c'est ce dont je vous ai parlé là tout à l'heure, la mémoire, l'apprentissage et la réflexion. Qu'est-ce que nous disent les chercheurs à l'heure actuelle? Des choses qu'on sait, mais ils nous le disent beaucoup plus fortement qu'avant, que l'enfant est vraiment un être en construction et que son cerveau est beaucoup plus fragile, vulnérable, malléable et immature que tout ce qu'on pensait jusqu'à présent. Nous, pédiatres, nous savions ça, mais là, toutes les recherches récentes nous disent qu'il est beaucoup plus fragile, beaucoup plus immature que tout ce qu'on pensait jusqu'à présent. Elles nous disent aussi des choses très importantes sur les relations humaines. Elles nous disent que les relations humaines sont capitales, ça on le savait, mais qu'une grande partie de notre cerveau est en fait dévolue aux relations sociales. Donc pour l'humain, les relations sociales sont absolument capitales sur tous les plans. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils nous disent de façon très forte. Ils nous disent une chose majeure, que l'environnement social, affectif, tout ce que va vivre l'enfant dès sa vie intra-utérine, va agir en profondeur sur le cerveau et va le modifier totalement. Et cela va agir sur son cerveau cognitif, donc ses facultés d'apprentissage, de mémoire, de réflexion, et sur son cerveau affectif. Donc toutes les expériences relationnelles modifient en permanence au plus profond le cerveau de l'enfant. Il modifie aussi le cerveau de l'adulte. Ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité. Notre cerveau se modifie jusqu'à la fin de nos jours, mais le cerveau de l'enfant est beaucoup plus plastique, beaucoup plus malléable que l'adulte. Et l'environnement social et affectif influence quoi? La sécrétion des molécules cérébrales, le développement des neurones, la myélinisation, c'est la substance blanche qui entoure l'axe des neurones. Il influence les synapses, les connexions entre les neurones. Il influence les circuits neuronaux. Il modifie les structures cérébrales. Il modifie l'axe neuroendocrinien qui régule le stress.
et il modifie aussi l'expression de certains gènes. Donc vous voyez que les recherches à l'heure actuelle, elles sont extrêmement pointues. Et elles nous disent que tout ce que je vous dis là modifie le cerveau de l'enfant en profondeur. Et elles nous disent une dernière chose essentielle, elles nous disent que ces recherches actuelles nous disent qu'est-ce qui est nécessaire au bon développement de l'humain. On le sait à l'heure actuelle grâce à ces chercheurs. On sait aussi qu'est-ce qui entrave le développement de l'être humain. Donc vous voyez, face aux événements que nous avons vécus, nous savons pourquoi ces personnes-là deviennent des terroristes. On le sait pourquoi. C'est dû à l'enfance. Donc vous voyez la place essentielle que nous avons, vous enseignants, et nous pédiatres et les psychologues pour enfants. C'est vraiment l'enfance qui construit l'être humain dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Alors pourquoi s'intéresser aux émotions? Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine il y a très longtemps, et qu'on apprenait la neurologie, on ne s'occupait pas du tout des émotions, on ne savait pas du tout que les émotions étaient importantes. À l'heure actuelle, les recherches nous disent que les émotions sont capitales pour le développement de l'être humain. Et les émotions, c'est juste des signaux, des renseignements sur ce que nous sommes, nous. Et elles nous renseignent sur quoi? Sur nos souhaits et nos besoins profonds. Donc les émotions, ce n'est ni bien ni mal. Il n'y a pas à avoir de jugement moral sur les émotions. Ça veut dire qu'il faut savoir accueillir ce que nous ressentons. Quand nous avons des émotions agréables, c'est-à-dire que nous sommes pleins d'allant, enthousiastes, heureux, ça veut dire que nos besoins très profonds, nos souhaits sont satisfaits et que notre vie correspond à ce que nous souhaitons profondément. Alors que quand nous avons des émotions désagréables, c'est-à-dire que nous sommes inquiets, nous sommes bouleversés, nous avons peur, eh bien ça veut dire que nos souhaits profonds ne sont pas bien satisfaits et que notre vie n'est pas conforme à ce que nous souhaiterions profondément. Donc nos émotions, c'est la connaissance et la conscience de soi. Donc c'est extrêmement important de favoriser l'expression des émotions chez les enfants. C'est extrêmement important. Et un être humain ne se construit que s'il a une connaissance de lui-même, s'il a une conscience de lui. Et c'est ça qui façonne l'être humain. Et donc, favoriser l'expression des émotions dès le plus jeune âge est fondamental pour la construction de l'être humain. Donc je vous ai dit, là, sur cette diapo, que les émotions agréables, ça veut dire que nos souhaits et nos besoins très profonds sont satisfaits. Nos émotions désagréables, c'est le contraire. Contrôlons-nous l'apparition de nos émotions? Non, puisque les émotions, c'est biologique, c'est notre corps qui réagit. Donc ça, c'est très important. Ce n'est ni bien ni mal. Quand un enfant pleure, il n'y peut rien. Il n'y a pas à lui dire « arrête de pleurer ». C'est une émotion. Il y a juste à l'accueillir et à la comprendre. Pourquoi? Alors moi je reçois beaucoup de parents qui sont perdus dans l'éducation et je leur demande, ils viennent toujours me voir parce qu'ils trouvent que leur enfant est infernal, ne va pas bien. Je leur demande, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Ils me disent, ça va pas. Mais quoi d'autre comme émotion? La plupart des adultes que je reçois ne sont pas du tout capables de me dire ce qu'ils ressentent. Et pourquoi? Pour deux raisons qui font qu'on est déconnecté avec nos émotions. Quand dans l'enfance il y a eu des humiliations, qu'elles soient verbales ou physiques, eh bien l'enfant va se déconnecter de ses ressentis pour ne pas souffrir. Donc toutes les maltraitances entre guillemets, mais ça peut être uniquement des humiliations verbales, t'es nul, t'es incapable, t'es égoïste, t'es paresseux, eh bien dans ce cas-là, pour ne pas souffrir, l'enfant va se déconnecter de ses émotions. Donc il ne va pas pouvoir se connaître, puisque les émotions c'est la connaissance de soi. Ensuite, quand dans l'enfance, il y a eu interdiction d'exprimer les émotions désagréables parce qu'elles sont jugées comme négatives, et je peux vous dire que ça, c'est quotidien. Pour les adultes, c'est très facile d'accueillir les émotions agréables. L'enfant est heureux, plein d'allant, ça c'est extrêmement agréable. Mais quand un enfant est anxieux, inquiet, pleure, généralement l'adulte n'a pas envie d'entendre. Et donc il lui dit arrête de pleurer. Ou bien quand l'enfant est en colère,
on lui dit mais arrête ta colère, tu n'as pas besoin d'être en colère, va dans ta chambre ou va ailleurs. Ça déconnecte totalement de ses émotions. Et dans ce cas-là, l'être humain ne peut pas parler de ses inquiétudes, de ses tristesses et de ses colères. Et c'est extrêmement de pouvoir parler de ce qui nous inquiète, de ce qui nous met en colère, de ce qui nous bouleverse. C'est fondamental pour savoir ce que nous souhaitons profondément, puisque, comme je vous l'ai dit, les émotions sont connectées à nos besoins les plus profonds. Qu'est-ce que nous disent les chercheurs? Eh bien, des choses extrêmement importantes justement là-dessus, que l'expression des émotions, elle est très bénéfique, comme je vous l'ai dit, pour se connaître, mais parce qu'elle va apaiser et réguler notre cerveau émotionnel. Et vous allez voir que je vais vous parler d'une structure cérébrale très importante qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui permet la sécrétion des molécules de stress, le cortisol et l'adrénaline. Eh bien, à chaque fois qu'on arrive à exprimer des émotions désagréables, eh bien, ça va apaiser cette amygdale cérébrale qui sécrète les molécules de stress. Donc, quand on veut ne pas être stressé, il faut pouvoir dire quand on est triste, quand on a du chagrin, quand on est bouleversé, quand on est anxieux et quand on est en colère. Et c'est ça qui nous permet de nous réguler notre stress. Donc, c'est extrêmement important. Donc, la connexion avec nos émotions, elle est fondamentale pour bien vivre, pour se connaître et pour faire les choix qui nous correspondent. Puisque, je vais dire une banalité, la vie, c'est des choix permanents. Eh bien, c'est la connexion avec nos émotions qui nous permettent de faire les choix les plus importants de notre vie. Un des premiers à avoir parlé des émotions et du circuit du cerveau, du circuit émotionnel du cerveau, c'est Antonio Damasio. C'est le premier chercheur, c'est un neurologue, qui a écrit L'erreur de Descartes en 1995. Il est à l'heure actuelle le directeur de l'Institut neurologique de l'émotion et de la créativité à Los Angeles. Donc c'est le premier, vous voyez, c'est très récent, on ne connaissait pas ça avant. C'est donc en 1995 qu'on a connu, nous médecins, le circuit cérébral des émotions. Comment il a découvert ça? Eh bien, il avait des patients qui souffraient soit par des accidents, il y en avait qui avaient reçu des poutres dans le cerveau, soit des maladies cérébrales, des tumeurs cérébrales, soit des hémorragies cérébrales, qui ont lésé le circuit émotionnel des émotions. Et il s'est rendu compte de quoi? Que ces gens n'éprouvaient plus rien, ils avaient un QI par contre normal, leur intellect marchait tout à fait normalement, mais ils n'étaient plus capables de mener une vie normale, c'est-à-dire que leur vie était totalement dans l'errance et dans le chaos le plus profond. Ils ne pouvaient plus faire les choix de leur vie et les choix capitaux. Alors, il y a beaucoup de choix très importants dans notre vie. Les trois principaux, c'est choisir son conjoint, alors on peut se tromper, choisir son métier, parce que c'est ça aussi qui donne le sens de notre vie, et choisir notre lieu de vie. Eh bien, il s'est aperçu que ces personnes qui n'étaient plus connectées avec leurs émotions, eh bien, elles se faisaient virer très vite par leur conjoint parce qu'elles ne savaient plus si elles l'aimaient ou pas, donc voilà. Leur métier, ça ne les intéressait plus, donc ils venaient pas, donc ils se faisaient virer. Et leur lieu de vie n'éprouvait plus rien pour leur lieu de vie, donc la plupart du temps, ils se retrouvaient à la rue, alors qu'ils avaient une intelligence normale. Donc vous voyez, ça nous montre l'importance capitale d'être connecté avec nos émotions pour faire les choix principaux de notre vie. Par contre, savoir gérer nos émotions, quand elles sont trop intenses et envahissantes, bien sûr que c'est absolument nécessaire. Nous, adultes, normalement, quand on éprouve de la colère, de l'anxiété, de la peur, de la frustration, de la jalousie, on se contrôle normalement pour ne pas agresser l'autre et de ne pas suivre toutes nos impulsions. Et on y arrive à ne pas attaquer, si la situation n'est pas trop dramatique, bien entendu, ou si, c'est ça que les chercheurs nous disent, si le cortex préfrontal, parce que c'est ce cortex-là qui nous permet de réguler nos émotions, fonctionne correctement. Voilà le cortex préfrontal. Ce cortex-là, il est très important, donc il est juste derrière notre front,
et c'est lui qui nous différencie des grands singes. Donc, il est extrêmement important. Ce cortex préfrontal, il nous permet de nous calmer devant justement des émotions très importantes et de prendre les bonnes décisions face à nos émotions, sans agresser l'autre physiquement ou verbalement, mais verbalement aussi, ça c'est très important, sans fuir immédiatement ou sans être en état de sidération. Donc c'est ce cortex préfrontal qui nous permet ça. Et nous, adultes, normalement, nous sommes capables de ne pas agresser l'autre physiquement et verbalement si nous avons un cortex préfrontal qui fonctionne bien. Est-ce que je vais trop vite? Un petit peu? Qu'est-ce que nous montrent les chercheurs? Qu'être capable de nommer ce que nous ressentons calme l'amygdale cérébrale, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est le centre de la peur. Il y a plein de recherches sur l'amygdale cérébrale à l'heure actuelle. Et que la réévaluation, qu'est-ce que c'est que la réévaluation? C'est face à quelque chose de difficile, par exemple vous avez un parent qui vous a agressé, un collègue qui vous a agressé, donc vous êtes en conflit, de pouvoir prendre du recul, de vous dire ben oui, ce que je vis c'est pas si dramatique que ça, je vais pouvoir peut-être faire ceci, faire cela. Vous voyez, vous réévaluez la situation, modifie totalement le circuit émotionnel et va nous permettre de nous calmer. Donc ça, c'est extrêmement important de savoir analyser la situation, prendre du recul. Et c'est ça qui va modifier notre cerveau. Donc tout ça, c'est ce qui se passe chez l'adulte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant? Eh bien, des choses totalement différentes. Et pourquoi? Parce que son cerveau est totalement immature, qu'il est très fragile et très vulnérable et très malléable. Donc ça, je vous l'ai dit. Alors, le développement du cerveau, vous le savez très certainement, est sous la dépendance de deux facteurs, des facteurs génétiques, tout ce que nous transmettent nos ascendants, et environnementaux. Là, vous voyez les gènes, vous voyez en bas l'expérience avec un adulte qui prend soin de l'enfant, la nutrition, l'environnement physique, et c'est ça qu'on appelle l'épigénétique qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est quelque chose de relativement récent, c'est que l'environnement modifie les gènes. Donc maintenant, il n'y a plus de débat nature-culture, les deux sont totalement imbriqués. Il n'y a plus ce débat-là. C'est l'environnement social, affectif, nutritionnel, physique modifie nos gènes. Tout ça va avoir un impact sur le cerveau, va modifier le cerveau, et tout ça va faire qu'on va avoir un être humain qui va savoir plus ou moins bien apprendre, qui va être plus ou moins bien en bonne santé, et qui va avoir tel ou tel comportement. Donc ce qui influe le développement de l'être humain, c'est la génétique et les expériences, et les deux mélangés. Ça, vous le savez, que le développement du cerveau se développe surtout dans les premières années, et c'est les 5 premières années, mais que notre maturation cérébrale, nous sommes les seuls mammifères à mettre autant de temps à devenir adultes. La maturation cérébrale se termine seulement à la fin de l'adolescence et jusqu'à la 3e décade de la vie, donc entre à peu près 25 ans. Ensuite, le cerveau reste plastique. Il reste modifiable, mais la maturation cérébrale normale se termine vers à peu près 25 ans, 30 ans, ça dépend. Mais le principal, c'est les 5 premières années de vie. La dernière étape de la maturation cérébrale, c'est une structure cérébrale qui est très importante, et c'est celle qui se développe en dernier lieu, qui est le cortex orbitofrontal. Il est ici, au-dessus de nos orbites, et c'est lui qui régule nos comportements émotionnels et sociaux. Le voilà, ce cortex orbitofrontal. C'est celui-là, cette structure cérébrale qui nous permet d'être pleinement humains. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Dans notre cerveau, il y a tout. Il y a notre capacité d'émerveillement,
Il y a nos capacités de révolte, il y a la musique, il y a l'apprentissage de la lecture, il y a la notion du temps, hein, vous le savez peut-être, hein, la notion du temps, c'est une capacité cérébrale, et de l'espace aussi, la notion de l'espace est une capacité cérébrale. Il y a la vision, il y a la motricité, il y a tout dans notre cerveau. Ça va peut-être vous rappeler vos cours de sciences nat. Hein. Donc, au-dessus, c'est le cortex supérieur. Au milieu, c'est tout ce qui est émotionnel. Et au fin fond du cerveau, c'est le cerveau archaïque. Voilà un neurone. Hein. Un neurone, c'est très joli. Hein. C'est plein de tentacules. Ça peut être comme une fleur. Hein. Et vous avez la myéline qui entoure l'axe du neurone. Ça, c'est pour vous montrer la complexité du cerveau. C'est les cellules qui s'enchevêtrent les unes aux autres. Le cerveau est considéré comme la partie de l'univers la plus complexe. Hein, c'est la chose la plus complexe de l'univers. On est très très loin à avoir découvert tout le fonctionnement du cerveau. Hein. C'est le début des recherches sur le cerveau. Voilà des neurones qui se connectent hein, par leurs synapses. Là, c'est les connexions entre deux neurones et vous savez que ce qui se passe dans notre cerveau, hein, c'est chimique et électrique. Hein, et là, en permanence, hein, notre cerveau sécrète des molécules chimiques. Et nous avons beaucoup d'électricité aussi dans notre cerveau. Ça, c'est ce qu'on appelle une IRM de diffusion. Je trouve ça magnifique. Hein. Ça, c'est la myéline. Hein, c'est la substance blanche de notre cerveau. La substance grise, c'est le corps, le noyau du neurone. Et la substance blanche, ce sont les axones des neurones. C'est comme un beau tableau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une IRM de diffusion. Donc, grâce à toutes ces techniques, évidemment, qu'on connaît plus de choses sur le cerveau. Donc les premières années de vie, hein, le cerveau de l'enfant est extrêmement vulnérable. Et donc je vous l'ai dit, mais je le répète parce que c'est important, les relations que va avoir l'enfant avec ses parents, tout son entourage, vont avoir des effets très profonds sur les structures et circuits cérébraux et sur le développement global du cerveau, hein, aussi bien au niveau intellectuel qu'affectif. Donc il va avoir un effet sur le cerveau affectif et cognitif, sur le corps humain, c'est-à-dire sur la physiologie, sur la santé physique, psychologique, sur le comportement et sur l'expression des émotions. Je vous ai remis la première diapo parce que ça, c'est vraiment important que je vous avais mis tout à l'heure, hein, pour vous montrer que les recherches sont très pointues et qu'on sait exactement qu'est-ce que fait telle attitude des adultes sur le cerveau de l'enfant. On sait que ça agit sur les molécules cérébrales, les neurones, la myélinisation, les synapses, les circuits cérébraux, les circuits neuronaux, les structures cérébrales, l'axe qui gère le stress et l'expression des gènes. Eh bien, qu'est-ce que nous disent les chercheurs? Des choses qu'on savait intuitivement, mais qui nous le confirment. La relation idéale pour que l'être humain se développe bien, c'est une relation empathique, soutenante, aimante. Et dans ce cas-là, le cerveau va se développer, mais formidablement bien. À l'heure actuelle, les recherches nous montrent qu'un enfant élevé avec empathie va devenir empathique et ne va jamais devenir violent. Et les études sont là. Un enfant élevé avec violence va obligatoirement devenir violent. Donc c'est extrêmement important. Je reviens au cerveau. Donc nous avons 3 cerveaux, un cerveau archaïque, un cerveau émotionnel et un cerveau supérieur. Le cerveau archaïque, nous l'avons en commun avec les reptiles. Et il est toujours là parce qu'il est là pour notre survie. Et il est extrêmement important parce que face à un danger, on va avoir des comportements totalement instinctifs et des réflexes d'attaque et de fuite. Donc c'est notre cerveau archaïque qui nous fait attaquer ou fuir ou être sidéré.
Il a aussi des fonctions très importantes, des fonctions primaires. Bon. Le cerveau émotionnel, ça, on le partage avec tous les mammifères. Tous les mammifères ont des émotions. Donc voilà le cerveau émotionnel. Là, je vous parlerai du cerveau émotionnel, surtout avec l'amygdale et l'hippocampe. Donc le cerveau émotionnel, il est tempéré par notre cerveau supérieur, le néocortex, pour justement que les émotions ne soient pas trop envahissantes. Et il a un rôle régulateur des instincts primitifs de survie du cerveau archaïque. Donc il est très important. Et il a un rôle aussi très important au niveau de l'apprentissage et de la mémoire. Et vous verrez que l'apprentissage et la mémoire sont extrêmement liés aux émotions. Donc vous voyez, l'apprentissage et la mémoire, ça fait partie du cerveau émotionnel. Le cerveau supérieur ou néocortex, donc on le partage avec les primates. Il est apparu il y a 2-3 millions d'années. Il est très important, hein. Il est 85% du volume cérébral total et il est divisé en plusieurs lobes. Donc le néocortex, c'est les fonctions supérieures, c'est la conscience, le langage, les capacités d'apprentissage qu'on partage avec le cerveau émotionnel, les perceptions sensorielles, les commandes motrices volontaires, la présence dans l'espace. Ça, c'est le néocortex. Il y en a d'autres, je vous ai mis les principales. Le lobe préfrontal, dans ce cerveau supérieur, on distingue le lobe préfrontal, c'est celui qui nous distingue donc des primates, donc c'est le lobe le plus important. C'est lui qui nous permet de réfléchir, de raisonner, d'être créatif, d'avoir de l'imagination, de savoir résoudre les problèmes, de savoir planifier, d'avoir la conscience de soi et de l'avoir de l'empathie. Donc il est très important ce lobe préfrontal. Alors chez l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'enfant petit, il ne peut pas du tout contrôler ses émotions. Et je vous ai mis, c'est pas parce qu'il ne sait pas ou qu'il ne veut pas, hein. Les parents me disent tout le temps, il le fait exprès, il me cherche. Hein. Non, l'enfant ne cherche pas, il ne le fait pas exprès, c'est qu'il ne peut pas. Parce que les structures et réseaux cérébraux qui permettent de gérer les émotions ne sont pas du tout encore matures. Donc il ne le fait pas exprès. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Hein. Moi, quand j'ai lu ça, parce que tout ça, on le sait depuis peu, hein, moi, je le savais intuitivement. Je me disais, bah oui, les enfants font des colères, ils pleurent, ils sont ceci, cela et tout. Mais je ne savais pas qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, ce sont des connaissances scientifiques très récentes. Hein. Vous allez voir, tout dépend de son entourage. Parce que vous avez sans doute autour de vous des adultes qui ne contrôlent pas leurs émotions. Ils sont restés à ce niveau-là. Et ce que nous montrent les recherches, c'est des choses extraordinaires, c'est que c'est l'entourage qui va faire que le cerveau va maturer ou non. Et qu'on va savoir gérer ses émotions si on a eu un bon entourage ou pas. Voilà. Donc l'enfant petit, vous le savez, il se contrôle difficilement. Il va tempêter pour obtenir ce qu'il aime, il va avoir des peurs incontrôlées, il va avoir des véritables angoisses, il va avoir des très grands chagrins. Et c'est pas quand l'enfant pleure, l'enfant petit pleure, c'est pas rien. On lui dit arrête de pleurer, arrête tes comédies. Non, l'enfant, quand il pleure, c'est des immenses chagrins puisqu'il ne les contrôle pas. Quand il a peur, c'est des immenses angoisses parce qu'il ne peut pas prendre du recul vis-à-vis de ses peurs. Donc c'est extrêmement important ça. Alors que nous, quand on a des peurs, on peut se contrôler, on peut prendre du recul. L'enfant ne peut pas. Donc en dessous de 5-6 ans, ça c'est l'évolution. Quand on a eu un bon entourage, on le sait tous, hein, l'âge de raison normalement c'est 6-7 ans. Hein, et bien quand on a eu un bon entourage, à partir de 6-7 ans, on sait contrôler nos émotions.
Donc les premières années de la vie, c'est la période où le cerveau est le plus fragile, le plus vulnérable. Et la partie du cortex qui contrôle les impulsions et les émotions, elle commence à mûrir entre 5 et 7 ans. En dessous de 5 ans, c'est le cerveau archaïque et le cerveau émotionnel qui domine. Et c'est pour ça que moi je travaille aussi beaucoup avec la toute petite enfance, avec les directeurs de crèche. Quand l'enfant tout petit, entre 1 an et 3 ans, va taper, mordre et tout, il ne le fait pas exprès, c'est son cerveau archaïque. Agresser, c'est le cerveau archaïque. Alors, chez les adultes, parfois, il y a toujours le cerveau archaïque qui est là, mais bon. Voilà. Donc, vers l'âge de 5-6 ans, un enfant qui a eu un bon environnement, il commence à contrôler un peu mieux, mais un peu mieux seulement, ses émotions négatives. Je mets un peu mieux parce que c'est jusqu'à 20-25 ans que le cerveau va vraiment maturer. Il va seulement commencer à comprendre les causes de ses émotions. Beaucoup d'adultes disent « mais pourquoi tu te mets en colère réfléchis ». Mais l'enfant petit ne peut pas savoir. Et savoir les surmonter, prendre du recul. Il va commencer à partir de 5-6 ans seulement. Donc chez l'enfant, le cortex préfrontal et les connexions, parce qu'il y a des circuits qui vont du cortex préfrontal au circuit émotionnel, ne sont pas encore du tout matures ni fonctionnels. Et la maturation, elle va être achevée seulement à l'âge adulte. Et on va voir que pour moi, la plus grande découverte, c'est que c'est l'environnement qui permet la maturation du cerveau. Donc, ce ne sont ni des caprices, ni des troubles pathologiques du développement, parce que moi, les parents viennent me voir parce qu'ils pensent que leur enfant est malade, parce qu'il fait des colères. Donc, ce n'est pas des caprices, ce n'est pas un trouble pathologique du développement, mais seulement la conséquence de l'immaturité normale du cerveau. Les chercheurs nous montrent quoi? Que l'enfant petit reçoit les émotions donc de plein fouet, sans filtre, mais qu'il n'a pas la possibilité de s'apaiser seul. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si on le laisse seul avec ses émotions de peur, de chagrin, d'angoisse, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, son cerveau ne va pas maturer et les molécules de stress vont être sécrétées. Et maintenant, on sait que les molécules de stress sont très nocives pour un cerveau en développement. Donc l'enfant a absolument besoin d'être rassuré, sécurisé, consolé quand il a des émotions désagréables. Donc ça, c'est pour moi une des choses les plus importantes, que c'est l'entourage de l'enfant qui a un impact sur la maturation et sur le développement global du cerveau de l'enfant, s'il sait quoi? Être empathique. Être empathique, c'est sentir, comprendre les émotions de l'autre. C'est d'abord sentir et comprendre ses propres émotions, et c'est sentir, comprendre les émotions de l'autre. Aider l'enfant à exprimer ses émotions, et ensuite savoir l'apaiser. Donc, c'est ces 3 choses que nous, adultes, qu'on soit parents, enseignants ou pédiatres, qu'on doit faire pour que les enfants se développent bien. Il faut savoir comprendre leurs émotions, les aider à exprimer leurs émotions sans aucun jugement. C'est ni bien ni mal d'être en colère ou d'avoir peur. Et savoir apaiser. L'empathie, on distingue l'empathie affective et l'empathie cognitive. L'empathie affective, bon, je viens d'en parler. Et l'empathie cognitive, c'est comprendre les intentions d'autrui. Donc, ce passage de la vie de l'enfant, qui est souvent très difficile, avec des tempêtes émotionnelles, ne va pas durer si les adultes savent apaiser l'enfant. Au lieu, et moi je peux vous dire que c'est 90% des parents qui empêchent les enfants et qui les réprimandent quand ils ont des colères ou des pleurs. Ils menacent et ils crient et ils s'énervent. Et généralement ils punissent.
À l'heure actuelle, les derniers rapports de l'OMS sont terribles, hein. C'est 90 ou 95% des enfants de la planète qui sont maltraités. Et maltraités dans les écoles, c'est-à-dire plus en France, hein. En France, il y a encore des humiliations verbales, mais il n'y a plus d'humiliations corporelles. Mais dans la plupart des écoles au monde, il y a encore des punitions corporelles, hein. En Afrique et en Asie, on fouette les enfants, hein, dans les écoles, hein. Donc 90 ou 95% des êtres humains à l'heure actuelle dans la petite enfance sont maltraités, hein, dans la petite enfance. Donc ça, c'est extraordinairement important. En France, vous avez 2 enfants par jour qui meurent de maltraitance, hein. C'est des chiffres qu'on ne connaît pas en France, hein. On parle beaucoup des femmes qui meurent sous les coups des hommes, mais on ne parle pas. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'enfants qui meurent. Il y a 2 enfants par jour qui meurent de maltraitance. Nous, pédiatres, on connaît ça par cœur, hein, puisque vous imaginez bien que s'il y a 2 enfants qui meurent de maltraitance, tous ceux qui réchappent de la maltraitance remplissent nos services de pédiatrie. Donc c'est un problème majeur, la maltraitance des enfants. Je rappelle bien entendu que je ne suis pas du tout pour une éducation laxiste, hein, du tout. Il ne s'agit pas de céder à l'enfant si cela n'est pas justifié, mais d'apaiser et de mettre des mots sur ses émotions. C'est tout à fait autre chose. Il faut savoir dire non, bien entendu, à un enfant, mais c'est la façon de lui dire non qui est importante pour lui. À chaque fois qu'on console un enfant qui pleure, on participe à la maturation de son cerveau. Et un petit qui pleure, il a besoin d'aide pour retrouver son calme. En France, je ne sais pas s'il y a eu ça beaucoup aussi dans d'autres pays, on a empêché beaucoup d'éducateurs à consoler les enfants de peur de la pédophilie. Mais je pense qu'il faut arrêter avec ça. C'est vraiment une minorité d'adultes qui sont pédophiles. Et il faut arrêter avec ça. Maintenant qu'on sait que consoler un enfant, le rassurer, le sécuriser, fait que l'être humain va bien se développer, il faut savoir consoler un enfant qui pleure. Il ne faut pas le laisser seul. Et si on le laisse seul, on empêche la maturation de son cerveau. Donc là, je vous remets que apaiser, être empathique ne veut pas dire être laxiste. Cette diapo, pour moi, elle est importante parce que c'est toute la façon d'être de l'adulte qui va faire que l'enfant va aller bien. C'est une attitude douce, chaleureuse. Le ton de la voix est très important. Le ton de la voix doit être calme, apaisant, et le regard est fondamental. Beaucoup d'enfants me disent qu'ils sont terrorisés parce que l'adulte fait les gros yeux. Et l'adulte dit, qu'est-ce que ça peut faire, je fais les gros yeux, il faut bien que je dise d'arrêter de faire des bêtises. Mais pour l'enfant, il ne peut pas réagir bien aux gros yeux. Il est terrorisé réellement. Donc si personne n'aide l'enfant à se calmer, si on le laisse seul, il ne va pas développer les connexions cérébrales nécessaires et donc il ne va pas arriver à maîtriser ses émotions. Et à l'heure actuelle, on se plaint en France d'avoir des enfants qui sont violents. Eh bien c'est dû à l'enfance. Et donc ces enfants-là vont continuer à être agressifs ou bien à être dépressifs et anxieux. Mais ils vont avoir des troubles du comportement obligatoirement. On sait que devenu adulte, si on n'a pas su le consoler, l'aider dans ses émotions, ça donne des adultes très anxieux, de l'agressivité, ça donne des dépressions, on connaît très bien l'origine des dépressions, hein, c'est l'enfance. Ça donne des adultes qui ne savent pas créer de liens affectifs et qui sont incapables d'éprouver de l'empathie et de la compassion pour autrui. Et ça donne des terroristes, c'est obligatoire. En 2011, c'est un professeur de psychiatrie à Chicago qui a fait une étude sur des adultes justement très violents. Eh bien, il s'est rendu compte de quoi? Eh bien, qu'ils avaient ce cortex préfrontal, hein, qui est nécessaire pour contrôler nos émotions, qui ne fonctionnait pas bien.
un des fondateurs des neurosciences affectives et sociales, c'est Alan Shore, qui actuellement dirige le département de psychiatrie à Los Angeles. Et c'est un immense chercheur, qui n'est pas du tout connu en France. Et c'est lui qui a montré l'importance de ce cortex orbitofrontal. Vous allez voir l'importance pour être pleinement humain. Eh bien, il a montré que c'était une structure extrêmement précieuse parce que c'est lui qui nous permet de savoir aimer, d'avoir de l'empathie, de réguler nos émotions et d'avoir un sens moral, d'avoir un sens éthique. Vous imaginez l'importance que ça a. Et de savoir prendre des décisions. Et il a montré quoi? Eh bien que c'est l'environnement de la petite enfance et de l'enfance qui va permettre à ce cortex orbitofrontal de bien se développer. Donc si on veut avoir des enfants qui ont un sens moral, un sens éthique, qui savent réguler leurs émotions, qui sont capables d'empathie, d'aimer, eh bien c'est dans la petite enfance qu'il faut avoir des adultes empathiques et soutenants avec les enfants. Donc c'est lui, Alan Shore, qui est un des fondateurs des neurosciences affectives et sociales. Donc il nous dit vraiment que le développement de cette région-là dépend des expériences vécues sur l'enfant. Et il dit que, pour lui, il dit que tous les dysfonctionnements émotionnels sont localisés dans cette structure cérébrale. Il dit également, Alan Shore, que si l'entourage n'est pas bon, si l'entourage est dur, non empathique, non soutenant, cette structure cérébrale va mal se développer et va dysfonctionner. Et dans ce cas-là, on se plaint dans notre société d'avoir plein de gens qui n'ont aucun sens moral, aucun sens éthique, qui sont agressifs, mais c'est dans l'enfance que ça se joue. On savait tous que l'éducation façonnait l'être humain, mais maintenant on sait ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc là, je vous ai mis que la maturation de cette partie-là va bien se développer si l'enfant reçoit de la sécurité affective, une écoute. Il y a une poussée de croissance neuronale qui multiplie ces circuits et qui débute vers 5 ans et se poursuit jusqu'à 7 ans. Et on le voit très bien avec des enfants de 7 ans, s'ils ont eu un bon entourage, à 7 ans, ils ont déjà une éthique, ils ont déjà un sens moral. Et donc, à 7 ans, on sait déjà si l'enfant a eu déjà une enfance qui l'a structurée. C'est la dernière partie du cerveau qui termine sa maturation le plus tard. C'est vers 20-25 ans à peu près. Notre rôle est très important à nous adultes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'enfant va voir un adulte qui réussit à traverser un conflit émotionnel et de façon juste, calme, eh bien lui, c'est son circuit justement de ce cortex-là, il va enregistrer la scène et il va se renforcer. Donc c'est très important que nous adultes, on montre comment faire quand l'adulte est face à un conflit. Mettons, vous êtes dans votre classe avec un enfant qui est en colère ou qui fait n'importe quoi. Si vous répondez de façon calme et juste et empathique, vous aidez les autres enfants à maturer leur cerveau. Donc nous sommes vraiment, nous adultes, des modèles pour les enfants et nous les aidons vraiment à se construire. Alan Shore, il nous dit vraiment que quand les adultes ne comprennent pas l'enfant, quand on dit arrête immédiatement tes comédies, parce que généralement les adultes prennent ça pour des comédies, tu fais du cinéma, ils se fâchent, ils se mettent en colère ou ils punissent, ils vont retarder l'âge de raison en empêchant cette partie-là de maturer. Maintenant, je vais vous parler d'une autre structure qu'on appelle le corps calleux. Alors, le corps calleux, c'est quoi? Vous savez qu'on a 2 hémisphères cérébraux et le corps calleux, ce sont des fibres qui sont ici et qui réunissent les 2 hémisphères cérébraux. Et donc, pour avoir une bonne intelligence sociale, il faut que la communication intracérébrale entre nos 2 hémisphères se déroule bien.
Eh bien, ça nous explique, l'enfant, comme il a un cerveau immature, son corps calleux ne fonctionne pas encore bien, et c'est pour ça que chaque hémisphère va fonctionner indépendamment. Et c'est pour ça que l'enfant est soumis à plein de sautes d'humeur, que souvent les adultes ne comprennent pas. Tout d'un coup, il est joyeux, il rit et tout, puis après, il va être bougon, il va être mutique. Eh bien, l'enfant, il n'y peut rien. C'est parce que ça fonctionne mal entre les deux hémisphères. Eh bien, la même chose, les chercheurs nous montrent que des adultes compréhensifs, empathiques et aimants vont permettre au corps calleux de maturer. Et donc, l'enfant, progressivement, va trouver des mots pour exprimer sa colère, et les mots, c'est le cerveau gauche, au lieu de crier, de s'agiter ou de se rouler par terre sans s'exprimer. Donc, c'est très important. Donc, les adultes, je vous remets qu'ils ont un rôle très important pour que les deux hémisphères, gauche et droit, fonctionnent en harmonie quand ils vont aider l'enfant à comprendre ce qu'il ressent, toujours mettre des mots sur les émotions, trouve les mots justes pour les décrire, et ça va favoriser le développement de ce corps calleux qui est ici. Donc vous voyez que l'adulte participe au développement de toutes les structures cérébrales de l'enfant. Ça, vous connaissez sans doute parce que les neurones miroirs, on en parle en France. Les neurones miroirs, c'est une découverte d'un Italien qui s'appelle Rizzolatti et qui est un facteur très important dans le développement de l'enfant, puisque les neurones miroirs font qu'on imite les gestes de l'autre et les comportements de l'autre. Donc c'est pour ça que notre rôle à nous adultes, c'est très important parce que les enfants nous imitent. Donc dès qu'on observe un comportement, un mouvement, les neurones miroirs nous font le réaliser dans notre cerveau. C'est-à-dire que moi, quand je fais ça avec ma main et que vous me regardez, votre cerveau, il fait ça, mais vous ne faites pas ça avec votre main. Donc l'enfant, quand il voit un adulte qui est violent en geste, son cerveau apprend les gestes de la violence. Quand l'enfant voit des gestes de douceur, de tendresse, son cerveau apprend les gestes de douceur et de tendresse. Donc les choses s'apprennent. Je vous ai mis que les neurones miroirs rendent les émotions contagieuses, et nous attrapons, nous vivons vraiment les émotions de l'autre. Maintenant, je vais vous parler de l'amygdale. L'amygdale, c'est cette petite structure ronde en rose qui fait partie du circuit émotionnel. Donc c'est l'amygdale cérébrale, c'est pas l'amygdale dans la gorge. Donc l'amygdale cérébrale, elle, malheureusement, je vous ai dit que le cerveau était immature chez l'enfant, malheureusement l'amygdale cérébrale est mature dès la naissance. C'est très dommage pour l'enfant, parce que c'est elle qui va déclencher la sécrétion des molécules de stress. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Que l'amygdale cérébrale, elle est capable, chez le tout petit, de stocker tous les souvenirs que l'enfant a vécus, mais de façon inconsciente. Et ces souvenirs vont durer toute la vie. Donc faire peur à un enfant, je peux vous dire, c'est extrêmement délétère. Donc ça, les chercheurs nous le disent très haut et très fort, que la peur et le stress sont extrêmement néfastes pour le cerveau immature de l'enfant. Je vous l'ai dit déjà que les structures cérébrales qui apaisent la peur ne sont pas encore du tout développées chez l'enfant. Je vous ai mis que l'enfant a souvent très peur, sans être du tout capable, évidemment, de se raisonner, de se calmer. Il n'est pas encore capable de comprendre réellement ce qui se passe en lui, de le nommer. Et je vous ai mis que le fonctionnement inconscient de l'amygdale permet de comprendre pourquoi nous ne mémorisons pas les traumatismes vécus dans nos premières années. Dès qu'il y a des traumatismes dans les premières années, on ne les mémorise pas, mais ils restent fixés dans notre amygdale et ils continuent à produire des effets nocifs.
Donc, moi, je vois des parents pendant la grossesse, je vois aussi beaucoup de parents quand ils ont des bébés. Je vois beaucoup de parents qui s'énervent avec les pleurs chez le petit. Les pleurs, c'est la première cause de maltraitance chez l'enfant. Les enfants qui meurent de maltraitance, la plupart du temps, c'est à cause des pleurs. Donc, c'est pas un petit problème. Donc, dès que l'adulte... alors, quand l'adulte s'énerve avec les pleurs, crie, parce que beaucoup d'adultes crient, fait les gros yeux, punit, il va transmettre directement son énervement, sa colère et son angoisse et sa peur à l'enfant. Je vous ai mis que l'éducation par la peur était très nocive. La peur, les menaces, si tu continues, tu vas être puni. Ça terrorise l'enfant. Et ça, c'est stocké donc dans l'amygdale et ça va continuer à produire des effets délétères. Alors je me suis posé beaucoup de questions en connaissant tous ces derniers travaux qui sont très récents. Je me suis dit, mais pourquoi on lit des histoires de loups, de sorcières et de monstres chez le tout petit? Alors, ces histoires étaient faites au départ pour des adultes. Et moi, je me suis interrogée en me disant, mais pourquoi on s'amuse à faire peur aux enfants? Alors, moi, je ne suis pas du tout contre ces histoires-là à partir de 6-7 ans. Je pense qu'à partir de 6-7 ans, c'est très important de pouvoir symboliser, prendre du recul. Mais avant, actuellement, en dessous de 5 ans, on sait que l'enfant n'est pas du tout capable de faire face à ça. Alors, quand je dis ça, beaucoup d'adultes me disent « mais l'enfant, il a l'air d'aimer ça, il me le réclame ». Mais oui, mais c'est de l'excitation et de la fascination, c'est tout à fait autre chose. Moi, je reçois énormément d'enfants en consultation terrorisés par ça. Et ils veulent plus se coucher parce qu'ils ont des monstres, des sorcières dans leur chambre. Et moi, je dis aux parents, mais qui leur raconte ça? Alors, ils me disent, ben oui, c'est à la crèche, c'est à l'école, ou c'est les parents eux-mêmes, voilà. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, ces histoires. Je pense que ces histoires-là sont très importantes, qu'il faut continuer à raconter des histoires de sorcières et tout, c'est très important, mais à partir de 5-6 ans. Avant, l'enfant n'est pas capable, il n'a pas les structures cérébrales pour faire face aux peurs. L'hippocampe. Alors, l'hippocampe, là, vous avez vu l'amygdale qui est en rose, l'hippocampe, c'est en vert. L'hippocampe a une place centrale dans l'apprentissage et dans la mémoire. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet-là actuellement et qui travaillent toujours. Vous avez Bruce McEwen qui travaille à New York, vous avez Joanne Luby, vous allez voir, qui travaille à Saint-Louis, vous avez Michael Minet qui travaille à Montréal, vous avez Martin Tescher qui est chercheur à Harvard. Vous voyez que tous ces chercheurs-là continuent, je peux vous dire, tout le temps, ils sortent des études là-dessus. L'hippocampe a une place centrale dans la mémoire, mais elle, dans la mémoire émotionnelle consciente et à long terme. Donc l'amygdale, c'était les souvenirs inconscients, là c'est la mémoire consciente. Et cette mémoire est active entre 3 et 5 ans, les chercheurs ne sont pas encore d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'on ne se souvient pas non plus de notre petite enfance, parce que notre hippocampe qui nous permet d'avoir des souvenirs conscients, c'est à partir de 3 et 5 ans. Comme on apprend en permanence et qu'on se souvient en permanence, notre hippocampe fabrique des neurones tout le temps, durant toute notre vie. Donc l'hippocampe peut grossir toute notre vie. La mémoire et l'apprentissage sont évidemment totalement liés, vous le savez. L'hippocampe est donc au cœur de tout apprentissage. Eh bien, qu'est-ce que nous disent ces chercheurs-là que je vous ai montrés? Eh bien, que le stress est extrêmement nocif pour l'hippocampe. Et le stress va détruire des neurones dans l'hippocampe. Donc, à chaque fois qu'on fait peur à l'enfant, qu'on le stresse, eh bien, il ne peut plus ni mémoriser, ni apprendre. Donc, il faut vraiment enlever tout stress à l'école.
Ça, c'est vraiment, c'est un message que nous disent tous les chercheurs à l'heure actuelle. On le sait intuitivement, hein. Nous adultes, quand on est stressé, on n'apprend pas, on ne mémorise pas. Mais il faut absolument que l'apprentissage ne se fasse plus dans le stress. Donc ça, c'est un message extrêmement important. Ça, c'est Bruce McEwen qui a fait des études là-dessus. Il a montré que le cortisol, qui est sécrété, vous en avez tous entendu parler, le cortisol, qui est un corticoïde, c'est une molécule très importante pour nous maintenir en vie, elle est fondamentale, mais quand elle est à un taux normal. Dès qu'on est stressé, on sécrète trop de cortisol, et si le stress se répète, et le cortisol, quand il est en trop grande quantité, eh bien, il va freiner la multiplication des neurones, il va diminuer leur nombre, et ensuite il va les détruire. Donc vous imaginez que dans ce cas-là, on ne peut plus apprendre et on ne peut plus mémoriser. Donc le cortisol, lui, il active l'amygdale cérébrale, le centre de la peur. Donc notre esprit, il est paralysé par la peur et la personne, évidemment, n'écoute plus et n'apprend plus. L'enfant mémorise dans son amygdale. Qu'est-ce qu'il mémorise dans son amygdale? De la peur, de l'angoisse, mais il ne va rien enregistrer dans son hippocampe. Le maternage favorise le développement de l'hippocampe. Ça, c'est le chercheur de Montréal qui travaille là-dessus, Michael Minet. Le maternage, c'est pas que les femmes qui maternent les bébés. Le maternage, c'est prendre soin, rassurer, sécuriser, consoler. Eh bien, le maternage va favoriser le développement de l'hippocampe. Donc, vous voyez comme c'est important. En 2012, parce que toutes ces recherches, elles sont récentes, elle a fait toute une étude qui a montré que si la mère, mais je pense que si le père fait ça, c'est la même chose, soutient, encourage son enfant quand il est petit, eh bien, on va voir l'hippocampe augmenter de volume. Elle a étudié sur 92 enfants. Elle a montré que quand dans la petite enfance, on soutient l'enfant, on l'encourage, eh bien entre 7 et 13 ans, vous avez un enfant qui va très bien apprendre, très bien mémoriser. Il va avoir un hippocampe florissant. Martin Teicher, qui est chercheur à Harvard, il a montré qu'au contraire, la maltraitance verbale, c'est-à-dire toutes les humiliations, tu es nul, tu es incapable, tu es insupportable, tu es ingérable, la maltraitance physique, les gifles, les fessées, diminue le volume de l'hippocampe. Ça, c'est une recherche de 2012. Donc ça, c'est très très important, très important. Donc si on veut avoir des enfants qui apprennent bien, il faut être bienveillant avec eux. Bruce McEwen, donc c'est lui qui a fait ses études sur le cortisol. Là, c'est une autre étude qui montre que la même chose, que quand on est stressé, on ne peut plus penser. Il y a des milliers d'études là-dessus. Le stress dans une classe, la peur du regard des autres, de paraître nul devant le prof, les camarades de classe, les notes, pour moi c'est une question aussi très importante, les comparaisons sont contre-performants et altèrent l'apprentissage. Je peux vous assurer que les recherches internationales là-dessus, mais elles sont innombrables. Quand l'enfant a peur, il y a un cercle vicieux, il apprend mal, ça on l'a vu, à cause de l'hippocampe. Il a de mauvaises notes, il est en situation d'échec, il se sent nul, humilié, et il ne veut plus aller en classe. Je peux vous assurer que nous, pédiatres, on reçoit plein d'enfants comme ça. Les parents viennent nous voir. Mon enfant ne veut plus aller à l'école. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il est stressé. Il a peur de la maîtresse, du maître, il a des mauvaises notes, ou il a peur des autres élèves, il y a de l'agressivité. Mais c'est la peur qui fait que l'enfant ne veut plus aller à l'école. C'est le stress.
Donc les méthodes d'enseignant bannissant totalement la peur et le stress, elles sont agréables et satisfaisantes pour le prof aussi, pour les enseignants, mais les élèves vont apprendre mieux, vont mémoriser plus et vont être plus créatifs aussi. Je vous remets que l'enfant est plus vulnérable au stress que l'adulte. Les stress importants ont des conséquences cérébrales, avec des troubles du comportement, de l'anxiété, des dépressions, de l'agressivité et parfois des déficits cognitifs. Ça, c'est dans la grande maltraitance, il y a vraiment des déficits cognitifs. Tout notre organisme, parce qu'on est vraiment des mammifères, on est là pour essayer de juguler le stress de la vie. Et on a beaucoup de systèmes qui nous protègent du stress. On a ce qu'on appelle le système nerveux végétatif et un système endocrinien. Je vais aller vite là-dessus. Je pense que c'est important que vous le connaissiez parce que on entend parler de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est le système sympathique et un activateur qui nous prépare à l'action physique et intellectuelle. Et on a un système parasympathique qui nous apaise et régule nos émotions. Donc là, je vous ai parlé du cerveau, et là, ce sont les nerfs, c'est la périphérie, c'est les nerfs qui vont dans tout notre corps. Le système neuro-endocrinien, c'est le système qui agit sur la petite cellule là, qui est là au-dessus du rein, qui sont les surrénales, et qui font sécréter le cortisol. Quand on reçoit un stress, tout notre cerveau est en activité et va déclencher à partir de la surrénale le cortisol. Notre système sympathique, il nous prépare à l'action physique et intellectuelle, donc il est très important. Et il va sécréter l'adrénaline et la noradrénaline. Quand l'adrénaline et la noradrénaline sont à taux normaux, on est bien, c'est-à-dire qu'on est préparé à l'activité physique et intellectuelle. Mais quand il est trop important, l'adrénaline va faire que ce système-là va activer le cerveau archaïque et on va être soit dans l'attaque, la fuite ou l'inhibition. Vous voyez, c'est lié. Et quand on va avoir trop d'adrénaline, eh bien, on va avoir trop de lipides, c'est ça, c'est le stress qui augmente nos lipides en nous, et on va avoir de l'athérosclérose, c'est-à-dire que nos artères vont commencer à se boucher, et au niveau de notre cerveau et de notre cœur. Donc, vous voyez, c'est le stress qui est négatif pour l'être humain. Eh bien, dès qu'on ne console pas un enfant qui est en détresse ou qui est anxieux, ce système sympathique va devenir hyperactif. C'est-à-dire qu'il va sécréter beaucoup trop d'adrénaline. Donc c'est très important. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que l'enfant ait peur. Parce que dans ce cas-là, on voit les artères chez l'enfant qui commencent à se boucher. Déjà, oui. On a des enfants hyper stressés. L'hyperactivité, ça fait partie de tout ça. Oui. Donc je vous ai mis que l'adrénaline, c'est très bien quand c'est un taux normal. Quand il y a un taux trop élevé, je vous ai dit que ça donne l'athérosclérose, mais ça donne de l'angoisse et de la colère. Au contraire, le système parasympathique apaise et régule les émotions. Il nous permet d'avoir un meilleur équilibre émotionnel, il favorise la faculté de penser et de se concentrer. Donc c'est important, vous voyez, on se plaint beaucoup des enfants hyperactifs, eh bien, il faudrait qu'ils aient un système parasympathique plus actif. Eh bien, ce chercheur canadien, il a montré que dès qu'on console un enfant qui a peur, qui est angoissé, qui a des chagrins, on active le système parasympathique. Donc, on l'aide à avoir une meilleure faculté de penser et à se concentrer. On se plaint des enfants qui ne savent pas se concentrer. Donc lui, il est chercheur à McGill, à Montréal, et il a montré que justement, le maternage active ce système parasympathique. Donc, dès qu'on console et qu'on réconforte un enfant angoissé,
par une présence douce, des gestes apaisants. On régule toutes les fonctions vitales de l'organisme perturbées par le stress et la colère, l'angoisse va diminuer. Le système neuro-endocrinien avec le cortisol de la surrénale, c'est Bruce McEwen qui a travaillé là-dessus. Il montre que le stress permanent, vous voyez c'est un autre axe, va rendre cet axe hyperactif et que dans ce cas-là, les enfants ont une sécrétion continue de cortisol et que le taux élevé, prolongé de cortisol altère certaines zones cérébrales chez l'enfant. Et il continue ses recherches, je peux vous dire que ces recherches sont de plus en plus profondes. Ces dernières recherches datent d'il y a 2 mois et je peux vous dire qu'elles sont de plus en plus précises. Et il montre que le stress important et prolongé provoque la destruction de neurones, non seulement dans l'hippocampe, mais dans le cortex préfrontal, vous imaginez, qui nous permet de ne pas être des grands singes, dans le corps calleux, qui nous permet le bon fonctionnement entre nos 2 hémisphères. Donc vous voyez, ces recherches, elles sont capitales. Elles nous montrent que le stress est extrêmement délétère chez l'enfant. Donc ce chercheur, il devrait être connu dans le monde entier. C'est une révolution dans la compréhension du développement de l'être humain qui nous dit là. On sait que le stress des premières années entraîne de nombreux troubles de l'humeur chez l'enfant, mais qu'il a des répercussions sur la vie d'adulte. Et que dans ce cas-là, l'adulte va devenir de plus en plus hypersensible au stress et qu'il va devenir anxieux et dépressif. Que le cortisol, quand il est en trop grande quantité, il va modifier le métabolisme de tout l'organisme et de l'immunité. Et beaucoup de maladies chroniques et auto-immunes, que nous, médecins, on connaît bien, sont dues au stress. Le diabète, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et plein d'autres maladies. Les recherches actuellement nous montrent que le stress durant la vie prénatale et la petite enfance diminue le développement de nouveaux neurones. Donc c'est Bruce McEwen encore qui nous dit ça. Il nous dit aussi, ce chercheur-là, que le cortisol, quand il est en trop grande quantité, il interfère avec une molécule très importante, le BDNF, qui est un facteur de croissance des neurones. Et donc qui agit sur le développement global de tous les neurones. Et il dit que dès qu'il y a trop de cortisol, eh bien, on ne va pas avoir cette molécule-là qui va permettre la croissance des neurones. Donc là, je vous ai mis que parfois, que les premières années de la vie sont déterminantes, que quand la maltraitance est extrêmement importante, il peut y avoir des répercussions irréversibles, évidemment. Mais il y a aussi la résilience, j'en parlerai. Et qu'est-ce que ça donne donc la privation affective, la maltraitance des enfants durant les premières années, des choses que vous connaissez, des difficultés de concentration, vous le savez, avec agitation, de l'anxiété, de l'agressivité, des dépressions, des troubles de la personnalité, des conduites antisociales, et ensuite on sait qu'à l'âge adulte, toutes les addictions à l'alcool, aux drogues, sont dues à l'enfance. Et des taux de suicide aussi, mais il y a plein de recherches qui montrent que chez les personnes suicidées, beaucoup ont été maltraitées. On sait que les maltraitances les plus délétères, c'est la négligence et l'abandon précoce, et qui altèrent de façon très profonde le développement du cortex préfrontal. Les paroles blessantes et humiliantes, je vous en ai parlé, mais moi je ne connaissais pas du tout ces recherches qui sont très récentes. Plein d'études sortent à l'heure actuelle par les chercheurs d'Harvard et elles nous montrent qu'elles ont des répercussions mais désastreuses sur le développement cérébral. Martin Teicher, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a montré qu'il y a beaucoup plus de troubles psychiatriques quand l'enfant subit des traitements émotionnels, c'est-à-dire qu'il est agressé verbalement, ou quand il assiste à des violences conjugales,
que quand il subit des traitements, des punitions physiques. Hein. Ça donne quoi? Des troubles anxieux, dissociatifs, c'est-à-dire des troubles de la dépersonnalisation, des troubles de l'identité, des dépressions et des manifestations d'agressivité. Donc Martin Tescher, il a donc travaillé sur plein de choses qui concernent le développement du cerveau de l'enfant, sur le cortex orbitofrontal, préfrontal, l'amygdale, l'hippocampe. Ça, c'est un de ses collaborateurs qui a montré que les paroles blessantes, humiliantes, hein, t'es nul, t'es un bon à rien, méprisantes, vont altérer le fonctionnement de circuits neuronaux et de zones participant à la compréhension du langage. Donc ça, c'est important. Hein. On se plaint beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à bien comprendre le langage, à bien parler. Eh bien, les paroles blessantes entraînent, hein, altèrent le fonctionnement de ces circuits du langage. Et avec des somatisations, c'est-à-dire des manifestations physiques, des troubles anxieux, dissociatifs et des dépressions. Là, tous ces chercheurs-là, c'est des chercheurs d'Harvard qui ont fait plein d'études là-dessus. Ils ont montré que les paroles blessantes sont associées à des risques de délinquance, d'agressivité très importantes et des troubles de la personnalité. Ça, c'est un autre chercheur de Harvard qui a étudié le cerveau de jeunes adultes ayant subi durant l'enfance des corrections avec des ceintures, des lanières ou des autres objets, en moyenne 12 fois par an, c'est-à-dire une fois par mois, pendant 3 ans. Ça peut vous paraître étonnant, hein, mais en France, le martinet, il existe toujours. Hein. Il y a encore beaucoup d'enfants. Moi, je reçois en consultation des enfants qui reçoivent des coups de ceinture et de tous les milieux. Hein. Je peux vous dire que je vois aussi bien des enfants de PDG que des enfants de milieux sociaux défavorisés. Je peux vous dire que c'est tous les milieux. Hein. Eh bien, il a montré que le cerveau de ces jeunes adultes présente une réduction de volume de la substance grise dans la région préfrontale. Vous voyez ce que ça fait. Hein, ça agit sur cette partie qui nous permet de ne pas être des grands singes. Jamie Hanson, là d'une autre université, du Wisconsin, il a étudié en IRM le cerveau d'enfants ayant subi diverses punitions corporelles, des gifles, des fessées, bon, et il a montré que ce cortex orbitofrontal dont je vous ai parlé, qui est si important hein, pour avoir un sens moral, pour être capable d'aimer, d'avoir de l'empathie, eh bien, il diminuait de volume. Donc vous voyez, 2010 aussi, tout ça c'est des études très récentes. Hein. Ça c'est une Canadienne qui a étudié 34 653 personnes. Donc vous voyez, ce n'est pas des petites études hein, qu'ils font. Hein. Elle montre le lien entre les punitions corporelles, les fessées, les gifles durant l'enfance et le développement chez l'adulte de troubles de l'humeur, de la dépression, de la manie, des troubles anxieux, des dépendances à l'alcool, aux drogues et des troubles de la personnalité, en particulier des troubles dissociatifs. Donc vous voyez, en France, on dit que les fessées, c'est rien. Eh bien, c'est de l'ignorance quand les gens disent ça, c'est qu'ils ne connaissent pas ces études-là. Et je peux vous dire que là, je vous en montre une, il y en a des centaines et des centaines. Mais en France, on a 0 étude là-dessus. Mais il n'y a pas besoin de faire les études, elles sont faites dans le monde entier. Donc en France, on dit toujours, mais nous, on n'a pas fait d'études là-dessus, donc on ne sait pas. Mais si, on sait. Hein, ça, c'est l'effet positif de la mondialisation. Il n'y a pas besoin de faire des études, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent à faire des études, on les a, les études. Et je vous mets ces paroles qui, pour moi, sont très importantes, hein, qui nous font réfléchir. Pourquoi appelle-t-on agression le fait de frapper un adulte, cruauté le fait de frapper un animal et éducation le fait de frapper un enfant? Donc je pense vraiment qu'il faut arrêter de donner des fessées et des gifles aux enfants, hein, quand on sait que ça agit sur le cerveau. En 2014, on a 43 pays dans le monde qui ont une loi contre les punitions corporelles, les humiliations, dont 27 pays européens, mais pas en France. Là, je vous montre des chromosomes, et avec tout au bout une partie rouge qui s'appelle des télomères. Les télomères, c'est quoi? Ils nous protègent de l'effet du temps et de l'environnement,
et ils raccourcissent avec l'âge et conduit à la mort des cellules. Donc les télomères nous protègent. Eh bien, le stress dans l'enfance est très nocif pour les chromosomes et il raccourcit les télomères. Ça, c'est des études très récentes aussi. Vous voyez, c'est une étude de 2013 qui montre que le stress et les traumatismes dans la petite enfance accélèrent le raccourcissement des télomères. Et donc, dans ce cas-là, il y a un risque plus élevé de maladies liées à l'âge avec une espérance de vie plus courte. Je vous ai parlé de choses difficiles. Maintenant, je vais vous parler de la résilience, parce que évidemment que l'être humain a en lui beaucoup de choses qui permettent de résilier. Les facteurs de résilience sont très nombreux, mais les facteurs essentiels de résilience, c'est toujours la même chose. C'est l'entourage familial, amical, et les adultes bienveillants autour de l'enfant. C'est toujours la même chose. Qui a introduit le concept de résilience? Ces deux psychologues américaines, Amy Werner et Ruth Smith, qui ont introduit ce concept-là en 1980. Elles ont étudié 643 enfants nés à Hawaï en 1954, et ce sont des grandes études, elles les ont étudiées tout le long de leur vie. Et c'est elles qui ont vu que c'était des enfants qui avaient eu des grands traumatismes, et elles ont vu que c'était l'environnement familial, communautaire, qui était le facteur déterminant pour que ces enfants puissent, ces adultes, puissent se résilier. Par contre, quand on n'a pas ça, c'est très difficile. Le tempérament, évidemment, influence la façon de traverser les expériences qui sont négatives. Ça, vous le connaissez ça très bien. Le tempérament, c'est quelque chose d'héréditaire. C'est ce que nous transmettent nos ancêtres. On n'y peut rien. On sait aussi que les gènes, certains gènes, participent à la résilience. Là, je vous en ai mis 3. Donc l'être humain est toujours complexe. Il n'y a pas une seule chose qui nous permet de résilier. C'est pour ça que certaines personnes vont avoir de très gros traumatismes, vont pouvoir résilier, et d'autres beaucoup plus difficilement. Parce qu'il y a aussi la génétique qui joue. Il y a le tempérament, la génétique. C'est Michael Meynet qui a travaillé sur l'épigénétique énormément. Il travaille toujours dessus. Chercheur à Montréal. C'est un des premiers qui a montré que l'environnement peut influer l'expression des gènes. Et il nous dit que le stress, le maternage, modifie l'expression des gènes. Et que le maternage retentit sur notre façon d'être, sur nos réactions au stress et sur nos facultés cognitives. Donc il nous dit des choses vraiment très importantes. Parce qu'évidemment qu'une fois que le gène est modifié, il va se transmettre aux générations suivantes. Le maternage va modifier l'expression d'un gène qui régule les hormones du stress et le développement de l'hippocampe. Vous voyez, tout est lié. Et on sait que l'hippocampe, je vous rappelle, c'est ce qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Donc plus on est bien rassuré, sécurisé dans notre petite enfance, plus on va savoir faire face au stress et mieux on va savoir apprendre. Alors je mets le stress des mères retentit très négativement sur l'enfant. Oui, ça ce sont des paroles de Michael Meynet, il dit « Faire en sorte que nos mères soient heureuses devrait être une priorité ». Oui, c'est sûr. Parce qu'une mère stressée, elle n'arrive pas à s'occuper de ses enfants. Maintenant, je vais vous parler des molécules anti-stress. Les molécules anti-stress, c'est l'ocytocine, les endorphines et la sérotonine. À chaque fois qu'on a un contact doux et respectueux avec l'autre, on sécrète ces 3 molécules.
nous et la personne à qui on procure ce contact. Eh bien, il a montré que le maternage va augmenter cette molécule dont je vous ai parlé tout à l'heure, le BDNF, qui est fondamental pour le développement du cerveau. L'ocytocine, vous en avez probablement entendu parler, c'est une molécule extraordinaire. C'est la molécule de l'amitié, de l'amour. Elle procure de bien-être, elle aide à percevoir les émotions, c'est elle qui nous permet d'être empathiques. Elle diminue le stress et c'est un puissant anxiolytique. C'est-à-dire que quand on a beaucoup d'ocytocine, on n'a pas besoin de prendre d'anxiolytique. L'ocytocine nous permet donc d'avoir de l'empathie, d'avoir confiance, de diminuer notre stress et de coopérer. Il y a beaucoup en ce moment de discussions sur comment faire coopérer les enfants à l'école. Eh bien, dès qu'on est bienveillant et empathique avec les enfants, on favorise la coopération entre eux par la sécrétion d'ocytocine. Dès qu'on les met en comparaison, en compétition, on inhibe la sécrétion d'ocytocine et on n'est plus capable de coopérer. Donc c'est extrêmement important. C'est la molécule de la coopération, l'ocytocine. L'ocytocine, elle va déclencher la sécrétion de plusieurs molécules. La dopamine, on va voir ce que c'est, les endorphines et la sérotonine. La dopamine, c'est une molécule très importante parce qu'elle nous donne du plaisir à vivre, de la motivation et de la créativité. Eh bien, c'est l'ocytocine, je vous ai dit, qui déclenche la sécrétion de la dopamine. Donc, si on veut avoir des enfants motivés, puisque la dopamine, ça nous donne du plaisir à vivre et ça nous permet d'être motivés et créatifs, il faut pouvoir leur procurer de l'ocytocine. Je vais vous mettre, voilà, je vais vous mettre comment l'ocytocine est sécrétée. Elle est sécrétée lors de toute interaction harmonieuse. Dès qu'on a un échange agréable avec quelqu'un, on sécrète de l'ocytocine. Dès qu'on est dans une ambiance chaleureuse, on sécrète de l'ocytocine. Dès qu'on a une conversation agréable avec quelqu'un, on sécrète de l'ocytocine. Dès qu'on a du plaisir partagé, on sécrète de l'ocytocine. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance du regard. Un simple regard vis-à-vis de quelqu'un, quand il est bienveillant, on sécrète de l'ocytocine. Donc c'est extrêmement important. Donc toutes ces conditions font qu'on sécrète de l'ocytocine. Vous voyez, quand vous êtes dans vos classes, si vous arrivez à créer une ambiance chaleureuse, vous sécrétez de l'ocytocine et vous faites sécréter de l'ocytocine à vos élèves. Si vous changez votre regard, vous sécrétez de l'ocytocine. Et là, je ne vous ai pas mis de diapo là-dessus. Le regard est connecté au cortex orbitofrontal. Et l'ocytocine est connectée, permet à ce cortex-là de décrypter les émotions. Tout est lié. L'ocytocine est sécrétée aussi lors de toute stimulation sensorielle. Les mots doux, la tétée, le contact tendre, les caresses, les baisers, l'orgasme, l'eau chaude. Et je n'ai pas mis l'accouchement, j'ai oublié l'accouchement. Donc dans toutes ces circonstances-là, l'ocytocine est sécrétée. Donc je reviens à ce qu'elle déclenche l'ocytocine. C'est une molécule fondamentale. Elle déclenche la sécrétion de dopamine, d'endorphine et de sérotonine. On va voir ces trois molécules. Donc la dopamine, je vous redis qu'elle donne du plaisir à vivre, de la motivation et de la créativité. Sans ocytocine, on ne peut pas avoir de plaisir à vivre, être motivé et être créatif. Mais c'est l'ocytocine qui est au départ de tout ça. La dopamine, elle active les circuits cérébraux du système qu'on appelle neurologiquement le système motivation-récompense. Les endorphines, c'est de l'opium, elle donne une sensation de bien-être.
Et la sérotonine, c'est la stabilisation de l'humeur. La sérotonine, c'est ce que vous prenez si vous prenez des médicaments antidépresseurs, hein, c'est de la sérotonine. Donc quand on a suffisamment d'ocytocine, on n'a pas besoin de prendre non plus d'antidépresseurs. L'ocytocine, elle agit sur les structures cérébrales impliquées dans la perception des émotions. Donc c'est l'ocytocine qui nous permet d'être empathique. C'est pour ça qu'elle agit là-dessus. Sans ocytocine, on ne peut pas être empathique. L'ocytocine favorise l'empathie parce qu'elle aide à décrypter l'expression des yeux et du visage. C'est dans le regard hein, qu'on voit les émotions de l'autre et dans l'expression du visage. Hein. Donc, dès qu'on a de l'ocytocine, hein, on peut comprendre les intentions de l'autre, être empathique, et donc elle favorise les relations satisfaisantes. Hein. L'ocytocine, elle nous permet d'avoir de la confiance. Elle nous rend disponibles et sans crainte. Hein. Dans la relation adulte-enfant, hein, l'ocytocine, elle aide l'adulte, je vous ai dit, à percevoir les signaux émotionnels, à les interpréter correctement, parce qu'il faut savoir les interpréter correctement, et à y répondre rapidement et de façon appropriée. Ces trois choses-là, c'est ça qui permet d'avoir une vraie sécurité, hein. Un attachement sécurisé, sont ces trois choses-là. L'ocytocine diminue le stress, hein, c'est un puissant anxiolytique. Par contre, le stress, dès qu'il y a du stress, nous n'avons plus du tout d'ocytocine, ça bloque la sécrétion d'ocytocine. Donc la dopamine, donc c'est pour ça qu'on se plaint d'avoir des enfants pas motivés, mais dès qu'on les stresse, ils ne peuvent pas être motivés. Ils ne peuvent pas se sentir bien, hein, puisqu'ils n'ont plus d'endorphine, et ils ont une humeur instable, puisqu'ils n'ont plus de sérotonine non plus. Donc vous voyez, le stress, comme c'est important de bannir le stress. Donc je mets que si les adultes sont dans l'autoritarisme par rapport à l'enfant, à la maison, à l'école, si quotidiennement il y a des reproches, des ordres, des punitions, des menaces, des cris, des humiliations, les enfants ressentent du stress, de la peur, de la colère, et ils ne peuvent plus être motivés, créatifs, ils ne peuvent plus apprendre, c'est impossible. L'ocytocine a des grandes implications sociales, hein. Elle réduit l'anxiété, l'appréhension sociale, elle contribue au lien social, à la cohésion du groupe, et elle favorise la coopération et l'altruisme. Vous avez des milliers et des milliers d'études scientifiques sur l'ocytocine à l'heure actuelle. Hein. Il y a des tas de recherches. Hein. Peut-être que vous le savez, les autistes n'ont pas d'ocytocine. Ah, tout d'un coup, je ne sais pas. Ouais. À l'heure actuelle, l'ocytocine est utilisée à... Allô? Où? Est-ce qu'il oui, il y a une coupure. Donc l'ocytocine à l'heure actuelle est utilisée en spray intranasal, mais seulement en recherche, hein, elle n'est pas vendue. Les autistes n'ont pas d'ocytocine, hein, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas regarder. Hein. Le regard, c'est la seule émanation du cerveau. Hein. L'œil, c'est le cerveau. Et c'est pour ça que ça traduit l'expression émotionnelle. Oui. Donc, je vous disais que l'ocytocine, à l'heure actuelle, excite beaucoup les chercheurs, qu'il y a des milliers d'études là-dessus, que l'ocytocine est utilisée en spray intranasal, hein, ça ne fonctionne que comme ça, et qu'elle est utilisée actuellement chez les autistes, hein, en expérimentation. Les autistes n'ont pas d'ocytocine, et c'est pour ça que pour eux ne peuvent pas regarder, parce que c'est le regard qui nous permet la relation à l'autre. Hein. Et je disais aussi que le regard, c'est la seule émanation directe du cerveau. En tant que pédiatre, j'ai examiné des milliers de bébés à la naissance. On voit le fonctionnement du cerveau. Moi, je le voyais par le regard. Je voyais si le cerveau fonctionnait bien uniquement par l'éclat du regard. Un enfant qui a une souffrance cérébrale, son regard est vide. Donc le regard est extrêmement important et c'est le reflet des émotions, le regard. Donc créer des relations bienveillantes, chaleureuses avec les enfants, les aide à évoluer positivement,
augmente le sentiment de bien-être et de confiance, diminue l'anxiété et l'agressivité. Je vous ai mis que ce n'est pas moi qui invente ça, hein, c'est des études qui disent tout ça. Le système de motivation-récompense donc, produit de la dopamine et génère la curiosité. Plus on active ce système, plus l'enfant devient créatif, motivé et curieux. Et quand ce système est stimulé, il a du plaisir à vivre, à découvrir et à innover. Et je vous ai dit, qu'est-ce qui permet la sécrétion de dopamine? C'est l'ocytocine. Donc c'est le fait d'être empathique et aimant, chaleureux, soutenant qui fait que l'enfant sécrète de l'ocytocine puis de la dopamine. Donc vous voyez, c'est totalement lié. On le sait tout ça intuitivement. Ah, ça c'est un terme neurologique. J'ai essayé d'être le plus compréhensible possible. Ça c'est ce qui est utilisé internationalement pour décrire le système, le circuit neuronal au niveau du cerveau du système de la dopamine, parce que là je vous fais un raccourci, mais c'est un système très compliqué au niveau cérébral. Ça s'appelle comme ça, motivation-récompense. C'est-à-dire que à chaque fois que on fait des choses qui nous font plaisir, notre cerveau est récompensé par l'endorphine, les endorphines. Et c'est ça qui quand l'enfant n'a pas reçu ça quand il était enfant, c'est ça qu'il va rechercher par les drogues. Et les drogues, ça active le système de motivation-récompense. Mais quand on a été un humain qui a eu une enfance correcte, on n'a pas besoin des drogues pour que notre cerveau nous récompense par les endorphines. Donc grâce à la dopamine, on a de l'allant, des idées et des projets, et on est déterminé pour nos objectifs et nos rêves. Donc c'est très important. C'est ça qui peut nous donner un sens à notre vie. Donc encourager, soutenir l'enfant quand il se montre plein de vie, d'initiative, va activer ce système de dopamine et va conforter l'enfant dans ses élans et dans ses projets. Je vous ai remis que la compétitivité, la comparaison, le stress va bloquer la sécrétion d'ocytocine, mais de dopamine aussi. Et quand on peut, l'ocytocine, la dopamine sont sécrétées dès qu'il y a de la collaboration et de la coopération et du plaisir à apprendre. Très vite, je vais vous parler de l'importance du jeu, parce qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à ce que ça fait au niveau du cerveau. Eh bien, les chercheurs nous disent quoi? Que rire, s'amuser est très bénéfique pour le cerveau. Et que le jeu et le plaisir qui l'accompagnent fertilisent la croissance des circuits entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Et que pendant les jeux, l'enfant va sécréter le BDNF, dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, qui va augmenter dans ses lobes frontaux. Donc vous voyez que pour l'enfant, jouer, c'est capital pour le développement de son cerveau. Donc le temps passé à jouer est un immense plaisir pour l'enfant, mais il est bénéfique aussi pour la croissance des neurones, pour ses synapses et la consolidation de certaines voies neuronales. Donc jouer tous les jours, suffisamment longtemps, participe au développement de l'intelligence sociale, émotionnelle de l'enfant et à son équilibre psychologique global. Donc c'est extrêmement, le jeu est fondamental chez l'enfant. Je pense que vous le savez tous, mais je pense que les enfants ne jouent pas suffisamment en France. Les jeux de contact, quand l'enfant joue à la bagarre pour jouer, pas pour être agressif, ont des effets anxiogènes naturels. Là, je vous fais juste un rappel que le 29 décembre 1956, les devoirs écrits à la maison sont interdits à l'école primaire. Pour moi, c'est extrêmement dommageable de voir que ce n'est pas appliqué en France. Pour moi, c'est une catastrophe, parce que ça stresse l'enfant et les parents. Et je pense que si ces recherches-là dont je vous parle aujourd'hui étaient plus connues, on arrêterait de stresser les enfants. Vous le savez certainement, puisque la Finlande est toujours mise en avant,
Moi, j'ai vu des reportages que vous connaissez peut-être, hein. En terminale en Finlande, l'après-midi, les élèves n'ont pas de matière scolaire. L'après-midi, en terminale en Finlande, ils ont des activités ludiques, créatives, sociales. Ils n'ont pas de devoirs à la maison en terminale. Et pourtant, ils sont dans les meilleurs résultats au monde. Donc, il faut arrêter de bourrer le crâne de nos enfants, de les stresser. Oui, je vous ai dit aussi que se dépenser physiquement, c'est extrêmement important. Ça, les pays nordiques l'ont compris que normalement, les enfants dans les pays nordiques, l'après-midi, ils se dépensent physiquement. Un enfant, il ne peut pas rester assis toute la journée, c'est impossible. C'est ne pas comprendre comment se développe l'enfant. Lui demander d'être assis du matin jusqu'à 4-5 heures, c'est ne pas comprendre que pour le cerveau de l'enfant, c'est impossible de faire ça. Il ne peut pas se concentrer. L'enfant, il a besoin de vivre son corps. Et sinon, ils deviennent agités. Je vous admets que l'enfant a besoin d'espace, hein, à tout âge évidemment, mais il aime jouer dehors, hein, c'est extrêmement important. Et ça devrait faire partie de son éducation. Hein. Je pense que le souci, c'est qu'on a visé que sur l'intellect. On a oublié le corps et l'émotionnel et l'affectif. Et il faut penser que l'éducation, ce n'est pas que l'intellect. L'être humain est une globalité. Il y a l'intellect, l'émotionnel et le corps. Et ces trois choses-là sont extrêmement importantes. Oui, je vous ai mis que tout ce dont je vous ai mis là, quand l'enfant n'a pas le bon environnement, je mets que c'est un coût très important pour la personne elle-même, parce qu'elle souffre, elle ne s'épanouit pas. Nous, nos cabinets, ils sont pleins. Les cabinets des pédopsychiatres, des psychiatres sont pleins. Et c'est un coût aussi pour toute la société qui prend en charge les difficultés physiques, psychologiques, parfois extrêmement importantes, les difficultés d'apprentissage, les troubles du comportement, les conduites d'agression et de délinquance. Donc l'enfance est capitale pour le développement de la société tout entière. Et donc, vous et moi, on a une place très importante vis-à-vis de la construction de la société tout entière pour le futur. Hein. Pour moi, être chaleureux avec l'enfant, lui donner confiance, l'encourager, le soutenir, n'est pas une utopie. Hein. Moi, j'y crois totalement. Hein. Pour moi, c'est tout à fait réalisable. Si la motivation est là. Donc, pour conclure, je vous ai mis que ces découvertes scientifiques vont toutes dans le même sens. Hein. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Moi, j'étais très surprise hein, en les découvrant. Et elles modifient notre compréhension de l'enfant et nos idées préconçues sur une bonne éducation, hein, où il faut être dur, rigide, stresser les enfants. Je pense que ça nous donne à réfléchir. Hein, et je mets que ça ne simplifie pas notre rôle, mais ça nous rend plus conscients et plus responsables dans notre attitude vis-à-vis des enfants. Je voulais vous parler, pour terminer, de plusieurs outils. Oui. Vous verrez parce que j'ai sorti un livre en février dernier pour faire connaître ça en France. Parce que quand j'ai vu que moi j'étais sidérée parce que je ne les connaissais pas, je me suis dit mais c'est extraordinaire ces études. Et donc j'ai écrit là-dessus et donc je l'ai publié là en février chez Robert Laffont. Ce sont des études scientifiques. Au niveau moléculaire, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Je pense que tous les chercheurs sont très modestes, sont toujours prêts à revoir ce qu'ils trouvent. Mais là, ce n'est pas des théories. Hein, on voit
c'est de l'observation à ce qui se passe au niveau du cerveau quand l'enfant vit telle ou telle chose, voyez. Vous verrez que dans mon livre, j'ai mis, il y a des centaines d'études, hein, alors elles sont pratiquement 99% sont en anglais, mais c'est des études extraordinairement poussées. Je peux vous dire que je fais un résumé très compact de ces études, mais c'est des études extraordinairement poussées, des études génétiques incroyables. Ce sont des très grands chercheurs. C'est pas des idéologues, hein, du tout, hein, du tout. Je voulais vous parler d'un outil qui est pour moi extraordinairement important, que vous connaissez peut-être. C'est de la psychologie humaniste. Ça vient de Marshall Rosenberg. Le fondateur, c'était Carl Rogers. Carl Rogers est décédé actuellement. C'était un psychologue humaniste. Son élève était Marshall Rosenberg. Et il a mis au point une façon extraordinaire, pour moi, qui est un outil très puissant, de pouvoir parler en étant bienveillant. Parce que personne n'a appris à parler en étant bienveillant. Ça s'appelle la communication non violente. Moi, j'aime pas ce mot. Je préfère la communication bien traitante. Moi, comme je recevais beaucoup de parents violents, beaucoup de problèmes de couple, évidemment, j'avais pas du tout d'outils à ma disposition pour les aider. Je me suis formée moi-même en communication non violente. J'ai appris 1000 choses, je peux vous dire, hein, que je ne savais pas. Et ça m'a permis de leur transmettre ça, et je peux vous dire que ça a un effet extraordinaire. Donc la CNV, ça a pour but de créer quoi? Une qualité de relation à soi-même d'abord, et aux autres. Et c'est un travail d'auto-empathie et d'empathie. Et ça travaille, en fait, ça permet de se connecter à ses émotions. Je vous ai parlé de ça au tout début du topo. Et dans ce cas-là, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on aurait voulu vivre ou ce qu'on voudrait vivre actuellement. Donc c'est quelque chose de très profond, mais qui est très agréable. C'est pas un travail très difficile, comme je vois beaucoup de patients qui sont en psychanalyse, ils souffrent, c'est pénible et tout. Là, pratiquer la CNV, c'est au contraire extraordinairement soutenant et bienveillant et agréable, et ça fait vraiment du bien. Grâce à la CNV, dans ce cas-là, l'enfant petit à petit va s'apaiser et lui donne ainsi la force d'améliorer ses relations. Et quand l'adulte fait ce travail d'auto-empathie, il peut ensuite être empathique avec l'enfant et devenir bienveillant. Je peux vous dire que moi j'ai vu des transformations extraordinaires avec cette façon de vivre, parce que c'est une façon de vivre. Hein. Marshall Rosenberg a écrit plein de livres. Là, il y a un de ses livres où il explique ce que c'est, qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou des murs », édition La Découverte. Vous allez voir que si vous lisez ce livre, vous allez vous dire « Oh là là, c'est nul, le premier chapitre, moi je connais tout ça et tout ». Et vous allez voir que plus on va dans les chapitres, plus c'est complexe et plus c'est difficile de l'appliquer à son conjoint et à ses propres enfants. Et vous verrez que parler de façon non jugeante, parce que la communication non violente, c'est ne jamais juger et ne jamais critiquer. C'est accueillir ses propres émotions, ses propres sentiments, sans jugement, sans critique. Et accueillir les émotions et les sentiments de l'autre sans les juger ni sans les critiquer. Et je peux vous dire que c'est une ascèse. Et on n'a jamais fini dans notre progression pour avoir une meilleure qualité de relation à l'autre. Hein. Moi, j'ai appris énormément avec ça. Hein. C'était pour moi un changement total dans ma vie, hein, cette communication non violente. Donc en ce moment, je vais vous le dire tout, hein, je milite avec les responsables de la communication non violente en France, hein, parce que c'est ouvert à tout le monde, hein, la communication non violente. Il y a des stages partout en France. Où les gens se regroupent, mettons tous les 8 jours, tous les 15 jours, et ils travaillent ensemble sur « Ah oui, cette semaine j'ai été en conflit et tout, comment j'aurais pu faire ?» Et ils essayent de voir comment ils auraient pu faire. Et je milite avec les responsables en France de la communication non violente pour faire rentrer la communication non violente à l'éducation nationale.
Donc j'essaye de faire parce que il y a des expériences actuellement de certaines écoles où les enseignants apprennent la communication non violente et ils voient que ça change tout pour eux et ça change tout dans leur relation avec les parents et avec les élèves. Donc c'est un outil très puissant. Hein. Donc vous avez un site internet, communication non violente ou CNV, NVC Europe. Vous allez voir, c'est un site qui est très bien fait. Vous aurez tout sur ce site-là. Ensuite, vous avez un journal et un site internet d'un journal qui aide énormément à résoudre tous les conflits de violence que vous pouvez rencontrer, aussi bien avec les parents, ça peut être avec vos collègues aussi, ou avec les élèves. C'est Non-Violence Actualité. Et Non-Violence Actualité, je ne sais pas si vous connaissez, mais il est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale. Hein. Je peux vous dire que c'est une mine de ressources. Moi, je suis abonnée depuis longtemps à ça. C'est une mine de ressources. Donc, Non-Violence Actualité, c'est un journal indispensable. Indispensable. La méditation en pleine conscience, je voulais vous en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a des études scientifiques qui montrent que ça apaise, ça aide à se concentrer, ça donne un meilleur équilibre émotionnel et ça augmente les capacités de résilience. Donc vous voyez, pour tous les enfants qui subissent des traumatismes, hein, ça augmente leur faculté de résilience. Donc en Hollande, le ministère de l'Éducation offre à tous les enseignants une formation de méditation en pleine conscience. Hein, monsieur l'inspecteur, en Hollande, hein, le ministère de l'Éducation offre à tous les enseignants une formation de méditation en pleine conscience. Oui. Ouais. Et c'est ouais. Et c'est bon, ouais. Et c'est bon pour les enseignants, pour tous les adultes, et c'est bon pour les enfants. Alors, Eline, là vous avez calme et attentif comme une grenouille, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une Hollandaise, Eline Spel, édition Les Arènes. Elle dit que elle l'utilise à partir de 5 ans. Moi, je ne peux pas vous dire. Moi, ce que je vois, parce que moi, je vois des enfants tout petits, à partir de 3 ans, ils sont capables déjà de se poser. Moi, je les reçois en consultation seuls, ils sont capables de se poser. Par contre, moi, je n'ai pas l'expérience de la méditation en pleine conscience. J'ai l'expérience de la CNV, mais pas de la méditation en pleine conscience. Mais moi, je vois ce qu'ils peuvent faire à partir de 3 ans. Je pense qu'à partir de 3 ans, ils sont capables. Ouais. Un film passionnant que je vous recommande, c'est une Française qui s'appelle Marion Querc. Elle est toute jeune, elle a 22 ans, et c'est une fille étonnante. Hein. Moi, j'ai eu juste des contacts avec elle par mail, donc je la connais pas bien. Dès l'âge de 15 ans, elle a dit à ses parents, c'est la Suède le premier pays au monde qui a aboli les châtiments corporels vis-à-vis de l'enfant. Donc c'est le seul pays vraiment humain, donc j'irai vivre en Suède quand je serai majeure. Et donc elle est partie vivre à 18 ans en Suède. Et là, elle a 22 ans et l'année dernière, elle a sorti un film pour montrer comment on éduque les enfants en Suède. C'est un film extraordinaire. Donc vous pouvez visionner ce film sur le site internet, je vous ai mis OVEO, Observatoire de la violence éducative ordinaire. Il est en vision libre et gratuite. Il s'appelle « Si j'aurais su, je serais né en Suède ». Donc ça nous montre que beaucoup de gens dans le monde entier, hein, vous avez vu tous les chercheurs qui s'occupent de l'enfance et de savoir comment faire pour que nous, humains, on aille mieux. Et il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à cette question. Il ne faut pas se sentir seul, on n'est pas seul du tout. Dans le monde entier, les gens se préoccupent de cette question si importante. Est-ce qu'on continue avec des questions? Donc je vous remercie, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si
Quelqu'un a pu poser une question? Que pensez-vous de l'apprentissage du vivre ensemble pour les tout petits, de fait 3 ans, 4 ans, avec tout le travail qu'on mène sur l'apprentissage des règles dans les classes? Est-ce que ça vous paraît pertinent ou est-ce que de fait, au regard de l'âge des enfants, on perd peut-être beaucoup de temps? Alors, donnez-moi des exemples précis, parce que je ne peux pas répondre dans... Par exemple, on va travailler sur les règles de classe, donc on va définir avec les enfants ce que l'on a le droit de faire et ce que l'on n'a pas le droit de faire. On va réguler les comportements des enfants, effectivement, lorsqu'ils frappent, lorsqu'ils sont violents, entre guillemets, lorsqu'ils se parlent mal, lorsqu'ils ont un comportement qui n'est pas adapté entre eux. Mais c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les règles à l'école. Je pense qu'il est toujours important, quand l'enfant n'a pas un comportement approprié, de dire les choses, mais c'est la façon de les dire qui est importante. C'est-à-dire que si l'adulte le dit c'est pas bien ce que tu fais, tout de suite il y a une estime de lui, une perte de confiance en lui qui fait que ça va être mauvais pour lui. Mais je pensais aux situations où effectivement l'enseignante se retrouve en difficulté lorsque 2 enfants par exemple sont en conflit. Oui. Et c'est vrai que très souvent l'enseignante va les séparer et de fait peut avoir des propos véhéments, on va dire. Oui. Parce que c'est difficile, parce qu'il y a également les autres autour. Oui. Et souvent on entend ça, on entend oui mais vous comprenez bien madame que si moi je ne reprends pas cet enfant, les autres du coup ils vont s'autoriser et ça peut créer effectivement d'autres comportements inadaptés. Je pense que c'est extrêmement important de savoir réguler les conflits, apprendre aux enfants à surmonter les conflits, je pense que c'est primordial. Et ça, moi je l'ai appris avec la communication non violente. C'est-à-dire que lors d'un conflit, il faut que les personnes puissent exprimer ce qu'ils ressentent d'abord, avant et ne pas condamner, mais comprendre ce qui se passe. Après, on peut dire, par contre, on ne frappe pas. Vous voyez? On ne frappe pas, on n'agresse pas, mais il faut qu'ils puissent dire ce qui se passe. Moi, je voulais vous remercier pour votre discours parce que ce que j'y entends, c'est aussi, je pense aux méthodes pédagogiques. Et les méthodes pédagogiques de classe coopérative vont vraiment dans cet esprit-là. Et quand j'entends aussi juste ce qui vient de se dire, je pense que parfois, nous adultes, on traite les choses avec les enfants, on n'aimerait pas qu'on fasse de cette façon-là avec nous. Oui. Et très peu, entre 2 enfants, ça ne se règle pas avec tout le reste des autres. Nous, on n'aimerait pas être mis devant tout un groupe pour régler notre conflit. On a besoin de calme, d'apaisement, donc d'isolement, de tranquillité et de mise en mots. Et les pédagogies coopératives développent vraiment des outils, des ressources qui vont dans ce sens-là. Oui, mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à résoudre les conflits. Moi, je l'ai appris uniquement avec la communication non violente. Moi, avant, je ne savais pas comment faire. Hein. Mais c'est vrai. Alors, il y a des associations qui, heureusement, aident à ça, la communication non violente, les mouvements freinés, les classes chroniques, Oui. ça aide à ça. D'autres questions? Non? Je vous ai sidéré. Une question également sur la préscolarisation. Sur la préscolarisation des petits à 2 ans en maternelle, dans les toutes petites sections. On en parle beaucoup depuis quelques temps. C'est quelque chose qui est préconisé notamment en zone d'éducation prioritaire. Est-ce que le pédiatre que vous êtes considère que cela peut être une bonne chose ou est-ce que ce n'est pas un risque de violence pour l'enfant? Moi, je pense que tout dépend de ce qui se passe dans les maternelles. Moi, je pense que les tout-petits doivent être considérés comme des tout-petits. Et si on veut à tout prix leur apprendre des choses et tout, c'est pas ça dont ils ont besoin. Et ils apprennent en jouant à cet âge-là. Donc, tout dépend comment c'est fait. Mais je pense que
tout ce qui est aussi évaluation, parce que c'est ce que je vois avec les parents, hein, les enfants les parents qui ont des enfants en maternelle, tout ce qui est évaluation des enfants dès la maternelle, ça stresse tout le monde. Ouais. Alors que le prof ait son évaluation pour lui, pour voir le parcours de l'enfant, c'est très important pour le prof. Mais pour le parent, ça les stresse, les parents. Et puis ça stresse l'enfant aussi. Pour moi, c'est inutile. Inutile. Une dernière question. Oui, je voudrais revenir sur le maternage dont vous avez parlé, et notamment les câlins des maîtresses aux enfants. Parce qu'on est toujours dans une tension entre le registre de la famille, le registre de l'école, que souvent ce câlin est difficile à donner parce qu'on se dit où est-ce qu'on est, on a des discours qui nous mettent à distance, et puis vous arrivez, vous nous dites, attention, le maternage, ça a toute sa place. Alors, qu'est-ce que ça serait un maternage? Est-ce que le câlin est dans le maternage? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de maternage? On va revenir là-dessus. Ben moi, je vais vous dire, peut-être que ça va vous choquer. Moi, les patients que j'en reçois qui sont dans des grandes détresses, hein, les adultes. S'ils ont envie de pleurer, ils pleurent dans mes bras. C'est humain, c'est être humain, c'est tout. Moi, je ne me pose pas la question. Une personne en souffrance, quel que soit l'âge, elle a besoin d'être consolée. Donc, mais après, je pense que c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Hein. Tout le monde n'a pas envie de prendre... Vous voyez, tout le monde n'est pas en disponibilité pour faire ça. Je ne dis pas qu'il faut à tout le monde de faire ça. Mais pour ceux qui peuvent le faire, il faut le faire. Par contre, c'est évidemment toujours quelque chose de respectueux. Hein. Pas d'intrusif. Ouais. Mais moi, je prends très souvent mes patients dans les bras. Ils pleurent dans mes bras. Et je pense que c'est extrêmement thérapeutique. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez du groupe chez de jeunes enfants, notamment chez les plus jeunes. Quelle est l'influence du groupe? Est-ce que ça génère un très très gros stress? Et quelles en sont les conséquences? Oui, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas parlé de tout. Hein. Bien sûr que l'influence des pairs, P-A-I-R-S, est très importante. Et que l'agressivité dans les cours de récréation, la compétitivité, on en a parlé hein, dans les classes, mais les récréations, à l'heure actuelle, en tous les cas moi en banlieue parisienne, hein, c'est terrifiant. J'ai énormément d'enfants, mais petits, qui ne veulent plus aller à l'école à cause de ça. Ouais. Ouais. C'est un très gros problème et c'est sûr que, encore une fois, c'est aux adultes de savoir réguler les conflits dans les cours de récréation. Mais ça s'apprend. Et quand, généralement, il y a 2 ou 3 enfants dans une cour de récréation qui sont très agressifs, hein, c'est vraiment de la pathologie, et les prendre en charge, c'est très difficile, c'est compliqué. Parce que c'est de la pathologie. Hein. Mais c'est sûr qu'il faut savoir, parce que c'est notre réalité qu'on vit.